l'accord d'Adenauer, de sorte qu'il avait cet atout dans son jeu. C'était des hommes qui étaient d'une part très proches, mais si j'ose dire, la mentalité, la spiritualité de Robert Schuman était très différente de celle d'Adenauer. Mais vous avez la politique et le droit, toutes ces questions-là sont plutôt des épiphénomènes. Et ce qui nourrit le progrès, c'est humain, c'est spirituel, et là, il est... Service. Il n'a jamais voulu profiter des avantages qui étaient attachés à la fonction de ministre. Par exemple, il n'occupait pas un compartiment seul en première classe dans le train et il prenait pratiquement toutes les semaines le train de Paris. On était, je l'ai accompagné plusieurs fois, on était en première classe avec les autres et il travaillait dans un coin. Eh bien, je dois dire qu'il a avoué un jour à ma femme qu'il aimait bien venir prendre des repas chez nous. Après les réunions électorales ou entre une réunion à 6h, 1h, 20h, il venait prendre un petit repas léger à la maison. Et lorsque tout le monde prenait les menus complets, lui, il disait à ma femme, un œuf à la coque, une tomate ou un citron et une infusion de thé. C'est mon souper idéal. Et j'ai trouvé que de la part d'un homme qui était homme d'État déjà à l'époque, c'était admirable. Il vivait comme un moine. Robert Schuman ne s'est jamais marié. Le goût de la solitude qu'il a cultivé dès son plus jeune âge, il l'a développé ici, à Sichazel, où il acquiert en 1924 cette propriété, un lieu qui lui ressemble. Les plus grands personnages de ce monde, comme par exemple le futur pape Jean XXIII, viennent à Sichazel lui rendre visite. Mais même pour ses vrais amis, il restera toujours un homme très secret. C'était sûrement un homme secret, oui. Encore une fois, il ne partageait pas sa vie intérieure. Il ne m'a jamais fait de confidence sur ses pensées profondes, il ne m'a jamais fait allusion à sa famille, à ses familles directes. Je crois que le seul qui ait jamais partagé son intimité, c'était sa mère. Là, il y avait une affection spéciale, enfin, tout à fait extraordinaire, entre une communion entre la mère et le fils. Ce qui l'a marqué, lui, c'était donc l'accident mortel et tragique dans lequel est morte sa mère, et je crois que c'était ça l'élément qui l'a le plus marqué dans sa vie. Et quand il était défunt, nous sommes allés dans sa chambre là à côté, nous avons ouvert le tiroir de la table de chevet, il y avait les bijoux tachés de sang de sa mère, dont l'accident remontait donc à 1911. À l'automne 1955, un jeune homme de Metz qui se destine à la botanique va rencontrer Robert Schuman, pour qui il éprouvera immédiatement une grande amitié teintée d'affection filiale. Jean-Marie Peld, comme beaucoup d'autres, sera marqué à vie par la personnalité de Robert Schuman. Il s'intéressait profondément aux jeunes, il était extrêmement curieux de ce que pensaient les jeunes, de ce que ressentaient les jeunes, et pour en prendre une preuve, il m'a demandé d'organiser au moment des événements de mai 58, donc quand De Gaulle est revenu au pouvoir et que l'Algérie était en effervescence, une réunion à Metz, parce que, m'a-t-il dit, j'aimerais beaucoup savoir ce que les jeunes en pensent. Et nous avons organisé une réunion d'une quarantaine de jeunes, pas seulement des jeunes engagés politiquement au MRP comme je l'étais moi-même, mais des jeunes tout azimuts. J'ai pris mes copains de Nancy, là, de la fac, etc. Et alors il nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Il a parlé très peu, mais là on s'est aperçu que l'effervescence algérienne le choquait profondément, qu'il était profondément républicain, qu'il n'acceptait pas l'émeute, et qu'il acceptait moins encore de plier sous l'émeute. Et ça, nous l'avons découvert. Nous avons découvert d'hommes très forts, si vous voulez. Je crois qu'il avait compris, peut-être dans sa sensibilité chrétienne, qu'un peuple est fait pour être libre à un moment donné, et que le temps de la colonisation était terminé. Pendant ce temps, l'Europe avance. Le 19 mars 1958, Robert Schuman devient le premier président de l'Assemblée parlementaire européenne. Lui qui préfère le terrain se retrouve dans une fonction honorifique qu'il n'apprécie que très peu. C'est avec inquiétude qu'il assiste à l'effondrement de la 4e République et au retour au pouvoir du général de Gaulle. Il lui reconnaît des qualités,
Mais d'après ses propres paroles, de Gaulle n'a pas confiance, ne fait pas confiance à l'homme. Beaucoup oublient aussi, déjà à cette époque, que si de Gaulle a scellé avec Adenauer la réconciliation franco-allemande, c'est bien lui, Robert Schuman, qui l'a véritablement initié. Je crois que le gaullisme à cette époque a tenté d'étouffer Robert Schuman. Parce que ses conceptions politiques n'étaient pas exactement celles du général en ce qui concerne l'Europe. Robert Schuman était pour une Europe communautaire et le général de Gaulle était pour une Europe des États. Or, pour lui, l'Europe des États, c'était le recommencement des hostilités possibles entre la France et l'Allemagne. Je l'ai vu le 3e samedi de juin 58, où il avait vu de Gaulle, qu'il l'avait reçu la veille, donc le vendredi, à 5 h du soir. Et de Gaulle lui a signifié son congé politique, et donc la fin de sa vie politique. Et il était blanc comme neige, et il m'a regardé avec un regard où j'ai senti perler les larmes. Et j'ai vu qu'il passait une épreuve extrême. Mais moi, j'étais très jeune, et je ne pouvais pas comprendre. Je n'étais pas en âge de comprendre, je n'étais qu'en âge de répondre affectivement. Et je l'ai écouté parler par conséquent. Et il s'est confié, et il m'a raconté cette visite terrible pour lui, éprouvante à l'extrême pour lui. Marqué par cette épreuve, Robert Schuman va quitter la vie politique active. Il partage son temps entre Sichazel, cher à son cœur, et quelques voyages en Italie ou aux États-Unis, où il a beaucoup d'amis. Malgré ce qu'il considère comme un sort injuste qui lui est fait, jamais il ne se départit de son humour tout à fait particulier et les caricaturistes le lui rendent bien. Ça, c'était ces fameuses coupures de dessins humoristiques que le président gardait sans les trier, et qu'il regardait en riant beaucoup. Il y en a une qui est amusante, là, sur les cigognes de Strasbourg aussi. Un soir de mai 1961, Marie Kell, sa petite servante, ne voit pas rentrer Robert Schuman, parti dans une de ses longues promenades. Comme il s'arrête souvent chez les uns et les autres, Marie ne s'inquiète pas trop. Mais ce jour-là, hélas, elle aurait eu raison de s'inquiéter. Il partait avec son gros chien noir. Il montait toujours sous le bras un volume. Qu'est-ce qu'il étudiait? Je n'en sais rien. Enfin, c'est pour dire. Il lisait sûrement tous des articles qu'il avait, puisqu'il était au gouvernement à ce moment-là. Et il montait là-haut, et dans la soirée, ils n'ont pas vu revenir, donc. Hein. Et donc, ils ont cherché toute la nuit, enfin une partie de la nuit, j'espère, et puis le matin, ils ont fait comme ils avaient l'habitude de le savoir qu'ils venaient par ici, ils sont venus, ils l'ont trouvé, donc, couché, mais vraiment dans le pénombre, vous savez, encore du matin, et ils l'ont trouvé là, et il était tout transi, pardi. Il avait resté toute la nuit là sous la pluie. Sous prétexte de servir le sentiment national et le culte d'un passé glorieux, on méconnaît souvent le devoir d'impartialité et de vérité. On croit devoir faire systématiquement l'apologie de ce qui a été perfidie, exploitation cynique, de la force et de la terreur. C'est avec Christian Schmitt que Robert Schuman, marqué par la maladie, essaie de corriger les épreuves du seul livre qu'il aura jamais écrit pour l'Europe, son véritable testament politique. Nous avons reçu les premières épreuves de ce livre et je lui ai lu ici même. Et il ne parlait plus beaucoup, mais d'une pression de la main, d'un regard qu'il avait gardé très, très vif. Et il me montrait qu'il était vraiment très, très heureux. Il se rendait compte de ses absences. Et ses absences, au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, augmentaient. Il y avait beaucoup moins d'heures de présence que d'absence. Et il vous en parlait? Il montrait cette heure? Non, mais quelquefois, les larmes lui montaient aux yeux quand il voyait ça. Puis il me demandait de ne pas le quitter à la fin, alors que c'était un homme solitaire, qui aimait la solitude, la réflexion, même la méditation. Quand à la fin de sa vie, il avait peur d'être seul. Oui. Je me souviens à un moment où il avait eu un mouvement d'impatience à mon égard, parce qu'au début, c'était difficile pour une telle personnalité de se trouver
dirigé, si je puis dire, par une petite bonne femme comme moi. Et il avait eu un mouvement d'impatience et il m'en a demandé pardon. Enfin, c'est dire que vraiment, c'était moi qui étais la plus gênée, finalement. Bon, le plus important, c'est la veille de sa mort, quand je suis venu, quand il m'a regardé, il m'a pris ma main entre ses mains comme ça, puis il m'a dit merci. Voilà, je crois que c'était le plus émouvant pour moi. L'extraordinaire charisme de cet homme va susciter auprès de ses amis une démarche tout à fait extraordinaire, introduire auprès de Rome un dossier en béatification qui pourrait aboutir à terme à proclamer Robert Schuman saint de l'Église catholique. Il s'agit de cerner l'homme, de le connaître dans toutes ses dimensions, pour voir si dans sa vie, il a vécu les vertus d'une manière héroïque, de telle façon qu'on puisse le proposer, si vous voulez, à la vénération, on le proposait aussi comme un exemple. Quant au miracle qu'on attend, je crains que cet homme n'en fasse pas parce qu'il avait horreur de se mettre en avant. Et je crois qu'il poussera la discrétion. J'ai une cas de ne pas faire d'autres miracles que celui qu'il a peut-être fait pour moi déjà lorsqu'il a joué un rôle dans ma conversion, c'est-à-dire des miracles purement intérieurs et pas spectaculaires du tout. Ah, je pense que c'est un homme qui laissait faire la grâce de Dieu. Et ça lui aurait paru complètement stupéfiant. En fait, les vrais saints sont comme ça. Ils n'ont généralement pas demandé de l'être. Chaque année, le 4 septembre, au jour anniversaire de sa mort, on célèbre à Thionville, en Moselle, dont il fut député pendant 43 ans, la mémoire du président Schuman. Ses vieux amis ne l'oublient pas, mais que retiendront de lui nos enfants et petits-enfants? Et qu'aurait-il pensé, lui, le père de l'Europe, 30 ans après sa mort, de cette communauté européenne qu'il aurait tant voulu voir grandir? Je crois qu'il penserait à cette longue marche qu'est l'Europe. Cette grande aventure européenne, elle est démocratique. Donc chacun de nous, chacun de nos pays, dans cette communauté européenne, a de temps en temps des difficultés spécifiques, particulières, qui font que, soit au cours d'élections, soit au cours d'événements tragiques extérieurs, nous avons des coups de ralentissement. Et je crois que Robert Schuman était bien conscient qu'il faudrait donner du temps au temps. Il aurait aimé que nous fassions une Europe où, dans le quotidien, nous ayons pu vivre, par exemple, nous Français, avec les Allemands, avec les Italiens, qu'on sache ce qui se passe en Belgique, qu'on sache normalement, naturellement, ce qui se passe dans les pays voisins, qu'il y ait une communauté de culture et une solidarité qui se ferait par les moyens modernes de communication. Bon, ça, c'est pas vraiment fait, ça. Et c'est très dommage. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est un homme qui savait voir large, qui savait voir loin. Et c'est un homme de conviction. Et c'est cela, évidemment, qui fait que le personnage est sympathique, même si par ailleurs, cet homme terne, à l'allure de moine, n'est-ce pas, la grande silhouette dégingandée qui fait le bonheur des caricaturistes, même si cet homme n'a pas laissé dans l'histoire le souvenir de ses grands triomphes.